Aujourd'hui, on va plonger dans les entrailles de l'une des consoles les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo, la Game Boy. Plus précisément, on va parler de son cerveau, le CPU. En parallèle, je code le CPU de l'émulateur Game Boy en Rust sur Twitch, donc si ça t'intéresse, passe me voir. Je ferai aussi des petites vidéos comme celle-ci au fur et à mesure de ma progression, alors abonne-toi. Allez, on y va! Avant de rentrer dans les détails techniques, un petit peu de contexte. Le CPU de la Game Boy s'appelle le Sharp LR35902. C'est un processeur personnalisé développé par Sharp spécialement pour Nintendo. Il tourne à environ 4,19 MHz. Oui, vous avez bien entendu, 4 MHz. Donc pour comparaison, votre smartphone actuel tourne probablement à 3000 MHz, donc c'est à peu près 1000 fois plus rapide. Le plus intéressant, c'est que ce CPU n'a pas été créé de zéro. Il s'inspire très fortement de deux processeurs des années 70-80, le Intel 8080, l'un des premiers microprocesseurs commerciaux, et surtout le Zilog Z80 qui équipait des machines comme le ZX Spectrum ou la Master System de Sega. Nintendo a pris le meilleur des deux mondes, le jeu d'instruction du 8080 avec quelques ajouts du Z80, tout en retirant certaines fonctionnalités pour réduire les coûts. C'est un hybride intelligent optimisé pour le jeu portable et la consommation d'énergie minimale. Bon, maintenant qu'on sait d'où vient ce CPU, parlons de comment il est structuré. Au cœur du CPU, on a ce qu'on appelle des registres. Ce sont des petites zones mémoire ultra rapides directement intégrées dans le processeur. Pensez à eux comme des variables temporaires que le CPU va utiliser pour ses calculs. Le CPU de la Game Boy possède 8 registres principaux de 8 bits. Donc on a A, l'accumulateur, c'est le registre le plus important, utilisé pour presque toutes les opérations arithmétiques et logiques. On a le registre F, qui est le registre des flags. Il stocke des informations sur le résultat de la dernière opération, par exemple, est-ce qu'il y a une retenue, est-ce que le résultat est 0, etc. Donc dans ce registre, il y a 4 flags importants. Il y a le flag Z, 0, qui était mis à 1 si le résultat d'une opération est à 0. N, qui va indiquer si la dernière opération était une soustraction ou pas. H, qui est le half carry, qui va indiquer s'il y a une retenue sur les 4 bits de poids faible. Et C, qui va indiquer une retenue ou un emprunt dans le cas de la soustraction. Ces flags vont être cruciaux pour les branchements conditionnels et la logique de programme. Ensuite, nous avons les registres B, C, D, E, H et L. Ce sont des registres un petit peu généraux qu'on peut utiliser pour stocker des données temporaires. Voici où ça devient intéressant. Ces registres peuvent être combinés par paires pour former des registres 16 bits. AF, c'est les accumulateurs plus flags. BC, DE, HL, c'est des paires de registres généraux. Le registre HL est particulièrement important car il est souvent utilisé comme pointeur vers la mémoire. En plus de ça, on a deux registres 16 bits spéciaux, SP, qui est le stack pointer, qui va pointer vers le sommet de la pile en mémoire, et PC, qui est le program counter, qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Le CPU ne travaille pas seul, il interagit constamment avec la mémoire. La Game Boy a une map mémoire de 64 kB, mais attention, toute cette mémoire n'est pas de la RAM. Donc on y trouve la ROM du jeu, à peu près 32 kg, la RAM de travail, une mémoire vidéo VRAM, la mémoire des sprites, OAM, et les registres du hardware. Le PPU, ou Picture Processing Unit, en gros c'est la puce qui s'occupe de l'affichage graphique. Le CPU doit se coordonner avec le PPU pour l'affichage. Il peut lire et écrire dans la VRAM, mais seulement à certains moments précis. Les interruptions, le CPU peut être interrompu par des événements hardware, VBlank, LCD Stat, timer, serial et joypad. Par exemple quand vous appuyez sur un bouton. Ça interrompt le CPU pour faire l'action qui a été demandée. Donc quand une interruption survient, le CPU sauvegarde ce qu'il est en train de faire, saute à une adresse spécifique, exécute le code de gestion, puis reprend là où il s'était arrêté. Maintenant parlons des opcodes, les instructions que le CPU va pouvoir exécuter. Un opcode, c'est simplement un nombre, un byte que le CPU lit depuis la mémoire et qui lui dit quoi faire. Le CPU de la Game Boy comprend environ 500 instructions différentes en comptant les instructions qui sont préfixées par CB. Il y a une table, on fait le mapping, c'est magique. Alors plutôt que de tous les lister, ce qui serait très long et ennuyeux, on va voir les grandes catégories et je vais vous expliquer comment ça marche. Première catégorie, le transfert de données. Donc ce sont les instructions les plus simples, on déplace des données d'un endroit à un autre. Par exemple, LDAB, cette instruction va copier le contenu du registre B dans le registre A. Simple, rapide, un cycle machine, et voilà. Un autre exemple, LDAHL. Donc là, on va charger dans A la valeur qui se trouve à l'adresse mémoire pointée par HL. C'est comme lire une variable en mémoire. On va avoir les opérations arithmétiques, donc add AB qui va additionner A et B et qui va le stocker dans A, increment C,
qui va incrémenter C de 1, et sub AB qui va soustraire B de A. Donc c'est A égale A moins B. On a aussi les opcodes logiques, qui vont faire des AND, OR, XOR sur A et B, ou qui va comparer A et B, et qui va stocker le résultat dans un flag. Donc AND AB, par exemple, on a A et B qui ont cette valeur en binaire, on va comparer bit à bit, on va faire un et dessus, et on a le résultat qui va être stocké dans A, tout simplement. Pour la comparaison, c'est la même chose, facile, on va regarder A, on va regarder B, et on compare. Si A égale B, Z égale 1, N égale 1, donc on va mettre à jour les registres. Si A est plus grand que B, c'est juste le registre N qui va passer à 1, et si A est plus petit que B, et ben c'est N qui est à 1 et C qui va passer à 1, donc il est plus petit, donc il y a un emprunt. On va avoir aussi des opcodes qui vont servir de décalage, RLCA, RLCA ou SLA. Donc là, globalement, hein, on rotate à gauche, à droite, selon l'instruction, et on va décaler les bits. Donc je vous montre un petit peu. RLCA, par exemple, nous avons cette valeur. Ce qui va se passer, c'est qu'on va décaler tous les bits à gauche. On a le bit là, bit numéro 7, qui va sortir, et comme c'est une rotation circulaire, il va être réintroduit à gauche. Comme le bit qui est sorti, c'est un bit 1, on passe le carry flag à 1, tout simplement. Shifted arithmétique, donc décalage à gauche, c'est la même chose. On décale, et là, par contre, comme c'est pas circulaire, le bit reste à 0, donc celui-là, juste on le supprime. Comme c'était 1, par contre, qui est sorti, on passe le carry flag à 1. Si c'était 0, qui sortait, avec ce nombre-là, et ben le carry flag restait à 0. On a aussi des opcodes pour contrôler les flux. Donc typiquement, c'est des jump conditionnels, appel à une subroutine, call ou call conditionnel, et retourner pour rupture d'une subroutine. Donc ça, je vais vous expliquer, c'est facile. Jump, donc disons que nous sommes en mémoire en 0,150. On a un jump en 0,152, donc quand on va exécuter l'instruction, ça va simplement déplacer le PC pour qu'il aille à 152. Donc on va sauter l'instruction 151, on passe directement à 152. Le jump conditionnel, c'est la même chose. Si le flag Z est activé, alors on va passer à 152. Et si le flag est à 0, alors on va passer à 151. Le call avec une adresse, un appel de sous-routine. Donc là, on a simplement le PC qui est à 2000. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord, dans la pile, sauvegarder l'adresse de retour. Donc l'adresse de retour, c'est où? C'est 151. C'est juste après le call, c'est là où on doit revenir une fois que le call a été terminé. Donc on sauvegarde l'adresse, ici, dans la pile. On décrémente, hein, la pile descend. Donc nous avons en haut de la pile 151 et le pointeur de la pile qui est juste en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? PC, programme counter, il va passer à l'adresse qu'on nous a demandé, 2000. Et peut-être que voilà, l'adresse 2000, c'est load B à B10, add AB, return. Une fois qu'on appelle return, voilà, on arrive sur du return. Donc return, qu'est-ce que ça va faire? Ça va récupérer l'adresse qui est juste au-dessus dans la pile, et ça va y retourner. Donc là, programme counter repasse à 151, la pile est vide, et on arrive là où on était tout à l'heure, à 151, juste après le call. Donc puisqu'on parle de la pile, on a des opcodes qui permettent de travailler directement sur la pile, donc push qui va sauvegarder une valeur sur la pile, et pop qui va récupérer cette valeur. Donc c'est simple, hein, regardez, push, BC, voilà, c'est simple, on push 1, 2, 3, 4, poum, sur la pile, il y a 1, 2, 3, 4. Pop, c'est la même chose, on avait 1, 2, 3, 4, on fait un pop sur la pile, regardez, hop, voilà, on le stocke dans DE, pop DE va stocker la valeur de la pile dans DE, tout simplement. Donc on a aussi des instructions spéciales, par exemple noop qui ne fait rien, voilà, c'est une instruction qui ne fait rien. Alt qui va arrêter le CPU jusqu'à la prochaine interruption, et DA, Decimal Adjust Accumulator. Alors celui-là, il est un petit peu compliqué. Enfin, pas si compliqué que ça, mais l'idée c'est de se dire, quand on va faire des opérations binaires, ça va donner des valeurs binaires. Par exemple, on va faire 9 plus 8. Donc en binaire, ça va nous donner 11. Parce que regardez, si on additionne bit à bit, on a $11, une valeur binaire. Sauf que nous, en fait, 9 plus 8, on aimerait quand même bien avoir 17. Donc on appelle DAA, et c'est DAA qui va mettre à jour la vraie valeur pour que ça fasse 17. On a aussi des opcodes qui vont manipuler des bits. Donc bit X, Y, ça va tester le bit X du registre Y. Donc 7X, Y, ça met à 1, le bit X du registre Y. Res X, Y, ça met à 0. Le bit X du registre Y. Par exemple, bit 7A, ça va tester si le bit 7 du registre A est à 1. S'il est à 1, on met le flag à 0. S'il est à 0, on met le flag à 1. 7 res, c'est la même chose. 7 3B, ça va mettre le bit 3 à 1. Et res 5C, ça va mettre le bit 5 du registre C à 0.
Donc maintenant, on va voir un petit exemple pratique d'une ROM que j'ai écrite à la main pour vous expliquer un petit peu comment ça va marcher. Donc voilà à quoi ça ressemble, une ROM. Donc on a des adresses, et à cette adresse de mémoire, on a des valeurs. Ces valeurs qui sont des opcodes. On a le programme counter qui pointe sur la première valeur, 150. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va lire le premier 3E qui va nous donner, sur la table des opcodes, LDAN8. Ok, donc LDAN8, qu'est-ce que ça fait? Ça va prendre la prochaine valeur juste après ce opcode, ça va la prendre, et ça va la charger dans A. Donc la prochaine valeur c'est 0A, donc on va charger 0A dans A, tout simplement. Et ensuite, on passe à l'instruction suivante. Donc 3D, qu'est-ce que ça fait? Ça va décrémenter A. Donc A va passer à 9, il était à 10, il passe à 9. Enfin à 0A, pardon, il passe à 9. Et ça passe à l'instruction suivante. C2, qu'est-ce que ça fait? Jump NZ à 16. À 16, donc jump si c'est pas à 0, à l'adresse A16. A16, c'est l'adresse en 16 bits des deux prochaines instructions. Donc on va prendre 5201. Alors attention, regardez, hop, 5201, en fait, c'est 0x152. Parce que dans la Game Boy, c'est stocké en Little Engine, si je me souviens bien, et du coup, on doit inverser les bits. Donc on va sauter à l'adresse 152. Donc pour sauter à l'adresse 152, hop, voilà, on y arrive. Et on recommence à faire décrémenter A. Donc on décrémente A, hop, on est là, 0,8. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 0. Là, c'est 0, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, puisque c'est 0, hop, on passe à l'instruction qui est juste après, donc la 156, et donc la 156 c'est un 00, c'est un no-hop. Voilà, on a fait le tour du CPU de la Game Boy. Alors ce qui est fascinant, c'est qu'avec un processeur aussi simple, seulement 8 bits et quelques registres, et un jeu d'instructions limité, les développeurs ont réussi à créer des jeux qui sont quand même incroyablement riches et complexes, hein. On parle de Zelda par exemple. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous recommande de regarder et de lire la documentation technique complète, qui s'appelle le Pandocs. Je vous mets tous les liens bien sûr en description. Vous pouvez aussi essayer d'écrire vous-même un petit émulateur. C'est un excellent projet pour comprendre un petit peu l'architecture des processeurs, et c'est assez fun. Et où vous pouvez vous-même écrire votre propre jeu Game Boy en assembleur. Par exemple, un simple sprite que vous allez déplacer, déjà, ce sera pas mal. Voilà, si vous voulez suivre mes avancées sur l'émulateur Game Boy, je code le CPU en reste sur Twitch et je poste des vidéos sur YouTube, donc abonnez-vous pour ne rien manquer et venez me voir. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je creuse certains aspects plus en profondeur. A bientôt!